Au départ, c'était un peu notre idée. Ouais. Attendez, j'ai un truc qui. Enfin voilà, je suppose que parce que vous avez lancé l'enregistrement, du coup, ça va. Donc en fait, on s'est posé beaucoup la question au départ, on voulait faire ça, et puis en fait, on s'est dit que ça n'avait pas de sens. Pourquoi? D'une part, parce qu'on aurait fait un pré-test post-test pour évaluer, enfin, on a fait des pré-tests post-test, mais pas dans une logique comparative, ce n'était pas des tests parallèles, etc. Mais si on avait vraiment voulu faire ça pour mesurer les progrès, mais on sentait les enseignants très réfractaires, très réfractaires à cette optique-là. Donc, ça, c'est le premier élément pour lequel on ne pouvait pas le faire. Ensuite, on aurait comparé quand même un peu des pommes et des poires, parce que comme on a voulu justement ne pas évaluer l'effet de l'efficacité des nouvelles activités qu'on avait développées et qui figureront sur e-class, mais plutôt comment l'enseignant avait intégré finalement certains éléments qu'on avait travaillé avec eux dans leur pratique, parfois en retravaillant l'articulation de leur chapitre, parfois en intégrant une activité spécifique, parfois en intégrant deux, etc. Si on avait vraiment voulu mettre un dispositif pour mesurer l'effet de ça, je ne sais pas. Enfin voilà, on aurait mesuré des effets de choses très différentes d'une école à l'autre, voire d'une classe à l'autre. Alors, étant donné les réticences qu'avaient les enseignants par rapport à ça, on s'est dit que l'enjeu n'était pas là. Que l'enjeu, il était vraiment dans le développement professionnel des enseignants, que souvent, quand on met en place des innovations, parce qu'on les a quand même amenés à travailler assez différemment sur les aspects didactiques, ça n'a pas toujours non plus des effets directs comme ça à court terme sur les élèves. On avait envie que les tests soient des tests aussi qui ne mesuraient pas uniquement des choses techniques procédurales comme ils font souvent au début de secondaire, mais qui soient vraiment des tests qui mesurent des compréhensions plus fines, etc. Et donc, parfois, les résultats au post-test, ils restaient relativement faibles et les enseignants étaient parfois un peu troublés en se disant, mais enfin, ils savent résoudre des équations, mais finalement, ils n'ont toujours pas compris le sens de la lettre, quoi. Enfin, donc, voilà, on a fait le choix de se dire que l'accent n'était pas là-dessus et que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de le faire dans le contexte dans lequel on était avec les choix de travail qu'on avait fait. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. C'est très clair. Alors, il y a une dernière question qu'on va prendre. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Je voulais savoir si l'historique du dispositif, les évolutions, les changements ont été pris en compte dans l'évaluation. Est-ce qu'il y a eu des régulations du dispositif qui ont été prises en compte dans l'évaluation? Et si oui, je voulais savoir comment. Merci. Alors, il y a eu des régulations du dispositif pendant les 2 ans de la recherche, en fait, quelque part. Parce qu'on on a commencé à travailler avec les enseignants, au départ avec les coordinateurs, et puis on est allé dans les écoles, et puis chaque fois, on a évolué pour vraiment essayer de s'insérer aussi dans la première année, attendez, je recommence parce que je ne suis pas claire. La première année, on est vraiment parti d'une logique, puisqu'on devait accompagner des équipes éducatives, on est parti vraiment d'une logique, allons dans chaque école, voir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs demandes, et on a essayé de répondre à leurs besoins en développant des activités avec eux, enfin, comme je disais, essentiellement nous, mais en travaillant avec eux sur leur appropriation, en fonction des demandes qu'ils formulaient, des difficultés qu'ils rencontraient face aux 3 matières. Et puis, la deuxième année, vu qu'il fallait quand même qu'on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu plus cadré pour essayer d'en évaluer un peu les effets, on leur a demandé de choisir de travailler sur un nœud matière et sur ce nœud matière-là, de faire un travail assez approfondi partant du pré-test qui allait amener une réflexion sur la structuration de leur chapitre de cours, intégrant au moins une activité, etc. Donc, en fait, on a régulé tout du long, en fonction aussi des réactions qu'ils ont eues sur leurs premiers essais d'activité. La première année, on a modifié des activités, on a développé des nouvelles activités pour répondre à de nouvelles demandes. Ils ont régulé eux-mêmes tout au long aussi des 2 ans la mise en place de leur accompagnement personnalisé. Parce qu'au départ, il y en avait plein, des écoles hors cadre. Les directions ne leur avaient pas donné, par exemple, leurs 2 heures de concertation. Ils ne les avaient pas mis en même temps. Ils avaient chacun 2 heures dans leur horaire, mais pas les profs de maths en même temps. Donc, il y a eu des régulations, il y en a eu tout le temps. Et ce qui rend encore plus difficile d'essayer d'évaluer l'effet, c'est l'effet de… On les a accompagnés dans la mise en place de tout ça,
on a pu dégager un certain nombre d'éléments pour éclairer les difficultés de mise en œuvre de cette réforme. Mais de là à vraiment arriver à évaluer l'efficacité de l'accompagnement qu'on a mis en place avec eux, ça reste quand même extrêmement complexe pour être honnête. Voilà, merci beaucoup Annick pour cette communication. Je propose que maintenant on passe à la présentation de Nathalie Younes et ses collègues. Et puis on va donc finir à 13h, l'heure du repas. Je n'ai pas le temps. Alors, voilà, je vais vous présenter donc une communication qui s'intitule « Travailler avec les tensions dans l'évaluation de la formation pédagogique des enseignants-chercheurs nouvellement recrutés ». En fait, cette question de la formation pédagogique des enseignants-chercheurs en France, bon, c'est une vieille question, hein, comment amener les enseignants universitaires à se préoccuper des dimensions pédagogiques de leur activité d'enseignement. Et ça s'est traduit en 2017, comme toujours en France, par une loi, finalement, qui instaurait une formation obligatoire des maîtres de conférences, maîtres et maîtresses de conférences. Donc, ce sont les enseignants-chercheurs français, débutants, bref, donc maintenant, depuis cette période, ils ont une formation obligatoire que les universités choisissent d'opérer en lien avec cette autonomie, hein, de la manière qu'ils souhaitent. Par contre, nationalement, ils ont une décharge de 32 heures annuelles sur un service de 196 heures pour cette formation. Alors, tout ça s'inscrit dans un long process depuis les années 90, à vrai dire, pour essayer de développer ces questions pédagogiques à l'université. Il y a eu plusieurs dispositifs, l'évaluation d'enseignement par les étudiants, et plus récemment l'approche par compétences, et donc cette formation pédagogique s'inscrit dans ce processus-là. Donc, par rapport à ça, chaque université construit son propre dispositif. Et ici, nous, dans le cadre de cette recherche collaborative, on a travaillé sur le dispositif mis en œuvre à l'université Clermont-Auvergne et qui se déroule en gros de la manière suivante, c'est-à-dire que donc, les enseignants ont 40 heures de formation accompagnement à suivre au long de cette première année de recrutement. C'est un dispositif qui se veut extrêmement près des préoccupations de ces jeunes, jeunes, quand même, oui, c'est jeune quand même, hein, mais c'est vrai que l'âge moyen de recrutement d'un maître de conf en France, c'est 35 ans. Hein, donc, en général, quand ils démarrent, ils ont déjà quand même une expérience. De plusieurs années d'enseignement et de recherche. Donc, ce dispositif se veut souple et proche de leurs préoccupations. Comment ? Alors, certes, il y a cette norme des 40 heures, et là, il faut valider les 40 heures. Il y a un accompagnement par des conseillers pédagogiques qui, en fait, chaque enseignant a 3 entretiens au fil de l'année avec une conseillère pédagogique. Premier entretien, il va se définir des objectifs. Deuxième entretien, il y a un bilan sur les objectifs qu'il s'est fixés, qu'est-ce qu'il a pu mettre en place, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses nouvelles attentes. Et puis, le dernier entretien, en fin d'année, revient un peu sur ses objectifs, sur une grille de positionnement de leurs compétences pédagogiques et fait un petit peu le point avec des perspectives. Donc ça, c'est l'accompagnement personnalisé. Qui s'accompagne d'un ensemble de formations à la carte.
C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement libres de choisir parmi les formations qui sont proposées à l'université, des ateliers de formation pédagogique, mais ils peuvent aussi décider qu'ils vont lire un ouvrage de pédagogie, qu'ils vont participer à un colloque. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont une grande liberté de modalité sur cette formation à la carte. Et puis, il y a également dans le dispositif un temps collectif au démarrage pour créer un petit peu un groupe, et puis un temps collectif à la fin pour leur donner l'occasion de partager avec leurs collègues ce qu'ils ont pu faire, enfin, quelque chose dont ils soient satisfaits ou qui leur pose question et qu'ils ont envie de partager. Voilà en gros le dispositif. Donc, nous, on s'est intéressé avec deux collègues à travailler sur cette question de l'évaluation de cette formation pédagogique sous la forme d'une recherche collaborative évaluative, donc avec une enseignante chercheuse en sciences de l'éducation, moi-même, et puis deux conseillères pédagogiques, Sophie Serinda et Marion Sabat, qui sont fortement impliquées dans le portage et la mise en œuvre du dispositif. Et qui ont choisi, en fait, ça a été une proposition large à l'ensemble des conseillers pédagogiques, qui n'ont pas de volume de recherche dans leur poste, donc voilà, ce sont les deux qui ont souhaité participer à cette recherche. Alors, oui, la focale, c'est de travailler sur les tensions. Donc, je vais vous présenter un petit peu le plan de cette présentation. Plan. Donc, on va démarrer directement par la première partie, à vrai dire. Donc, au niveau un petit peu du cadre théorique, ça peut paraître un peu bizarre de démarrer une recherche collaborative avec un cadre théorique qui n'a pas été co-construit, mais on partage un peu comme ça aussi les apports. On s'est mis d'accord sur une proposition d'essayer d'inscrire ce travail dans ce que j'appelle une perspective d'évaluation écologique émancipatrice, qui vise à faire tenir ensemble 3 strates évaluatives, à savoir la strate mesure, donc on cherche aussi d'avoir des indicateurs de résultats, la strate de l'évaluation, du qualitatif en évaluation, où vous savez, d'ailleurs, ça a été aussi déjà présenté dans différentes présentations qui ont déjà pu avoir lieu ici et à d'autres moments, où on se rend compte qu'on a besoin de comprendre les situations, le contexte, les contextes, le sens qui est donné au dispositif et les régulations. Annick le soulignait dans sa présentation, oui, comment évaluer un dispositif? En fait, un dispositif, il se régule au fil du temps, donc il évolue en permanence. Et puis, la strate du participatif, de l'implication des parties prenantes et de la construction partagée du sens et des régulations. Donc, ça c'est un petit peu le cadre théorique, parce que si on s'intéresse, si on se demande un petit peu comment est pratiquée l'évaluation des formations dans le monde professionnel, on se rend vite compte que c'est souvent… alors, il y a un modèle de référence qui est encore extrêmement partagé, qui est, et en tout cas qui est souvent mis en évidence, c'est le modèle de Kirkpatrick, de l'évaluation des formations, où il y aurait ces 4 étapes, avec première étape, on s'intéresse aux réactions, on dit c'est la satisfaction des formés, puis la deuxième qui s'intéresse aux apprentissages, qu'est-ce qu'ils ont appris à travers la formation, et puis la troisième étape qui s'intéresse à ce qu'ils vont transférer dans leur comportement en situation professionnelle.
Et une quatrième étape qui serait d'évaluer aussi la formation en fonction des changements que ça pourrait apporter dans le milieu. Finalement, ce modèle qui est largement partagé en termes de référence, on se rend compte qu'il est quand même souvent utilisé sous l'angle de la première étape, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux perceptions des formés, en quoi ils ont été satisfaits, en quoi ils ont l'impression d'avoir progressé, etc. Dans une moindre mesure, aux apprentissages qu'ils ont pu réaliser à travers la formation, et puis finalement assez peu au transfert professionnel, donc quels changements réels dans leur pratique, oui, en contexte, et puis alors encore moins à ce que cette formation a pu apporter de changements dans le milieu, dans le contexte professionnel. Il y a au niveau de la formation pédagogique des enseignants-chercheurs, donc des recherches, qui s'intéressent aussi à montrer en quoi les facteurs contextuels et personnels vont impacter sur les effets des formations. Donc, vous voyez déjà, on est sur une approche un peu plus complexe où on va voir que des effets sont médiatisés par des situations particulières et par aussi des états particuliers de représentation, d'attente et autres facteurs personnels. Et puis, alors, on a vraiment toute la perspective extrêmement intéressante de travailler sur l'évaluation en termes de régulation et puis de co-construction du sens et de la décision. Donc, des recherches participatives qui sont développées notamment à Toulouse dans l'équipe de Jean-François Marcel et de ses collègues, et puis également les recherches collaboratives fortement développées au sein de l'ADME avec le réseau des recherches collaboratives sur les pratiques évaluatives constituées, et je n'ai pas indiqué toutes les nombreuses références donc, qui ont pu être mises en évidence. Travailler un petit peu à partir de ça. Donc, je vous rappelle, pour nous, la question de recherche, c'est vraiment de s'intéresser et de chercher, en fait, dans l'évaluation, à mettre en évidence ces tensions. Comment travailler à partir des tensions qui vont surgir à partir des confrontations de culture, des confrontations professionnels aussi, les positionnements professionnels. Ces conseillers pédagogiques n'ont pas une centration sur la dimension pédagogique de l'enseignement, avec un certain nombre de repères extrêmement intéressants sur des approches technopédagogiques, je dirais, qui ne sont pas nécessairement en phase avec une culture professionnelle des enseignants-chercheurs qui, eux, ont déjà à travailler eux-mêmes en tension avec les différentes missions de l'enseignement n'étant qu'une de leurs missions avec d'autres, et puis qui abordent pas nécessairement cette question de l'enseignement avec les mêmes ancrages, on va dire, de ce que c'est l'enseignement et la pédagogie. Et puis également, quand on est chercheur en sciences de l'éducation, on a aussi une autre façon d'appréhender ces questions-là. Donc nous, vraiment, on s'est dit, on y va en essayant de voir où sont les tensions et puis en quoi la prise en compte de ces tensions, est-ce que ça va nous amener à du développement, à de la régulation, à une meilleure compréhension. Donc, régulation du dispositif de formation, mais également compréhension de ces dynamiques évaluatives de la formation des enseignants-chercheurs.
Alors, en termes de méthodologie, on s'inscrit dans les recherches collaboratives telles qu'elles ont pu être théorisées par des gagnés à l'origine, enfin notamment, mais bon, pour nous, on s'est vraiment intéressé à cette histoire, que c'est un processus volontaire et où eh bien, les parties prenantes, alors là, en l'occurrence, seulement 2 parties prenantes, les conseillers pédagogiques et puis chercheurs, sont dans une dynamique de co-situation, de coopération et de coproduction. Donc, on n'est pas dans un partage de rôle en termes de construction des questions, de mise en œuvre des recueils de données, de travail sur l'analyse des données, tout ça se fait vraiment en collaboration, même si parfois au niveau de l'écriture ou de la présentation, bon ben voilà, là aujourd'hui c'est moi qui présente, mais on est vraiment dans ce travail collaboratif. Et alors, du coup, on s'est un petit peu affranchi et je pense que c'est vraiment nécessaire à prendre en compte dans le cadre d'une recherche collaborative, des contraintes de temps. C'est une recherche au long cours, elle n'est pas inscrite dans un projet financé et parce que, en fait, c'est quand même une réalité, c'est extrêmement chronophage, les recherches collaboratives. Du coup, là, nous, c'est une recherche au long cours, ce qui nous décontracte un petit peu par rapport à la temporalité, finalement, d'avoir à produire des résultats. Et donc, ça tombe bien, il n'y a pas de résultats de recherche. On s'est donc défini des objectifs conjointement, que cette évaluation, elle s'inscrive dans une dynamique d'évaluation, régulation du dispositif, qu'elle participe au développement professionnel des conseillères pédagogiques, mais également qu'on produise des connaissances sur l'évaluation de la formation pédagogique des enseignants-chercheurs, avec cette focale sur expliciter les tensions en jeu dans l'évaluation. Alors, notre enquête, elle s'est appuyée, enfin, celle dont je vais rendre compte rapidement aujourd'hui, elle s'est appuyée sur l'analyse des données de 2 années de mise en œuvre du dispositif, 2018, 2019, 2019, 2020. Elle concerne 34 maîtres et maîtresses de conférences nouvellement recrutés, 16 en 2018, 18 en 2019, dans différentes disciplines, et puis 7 conseillères pédagogiques. Alors, quelles sont ces sources de données? C'est le cadre institutionnel du dispositif, tel que j'ai pu vous le décrire, également comment il évolue. C'est les réponses des maîtres et maîtresses de conférences au questionnaire qu'on a construit de début et de fin de l'année de formation. C'est le choix des modalités de formation. Je vous ai dit qu'ils avaient une liberté dans ces choix. Donc, finalement, qu'est-ce qu'ils ont choisi parmi ces choses-là possibles pour eux? Ce sont les objectifs qui se sont définis, puisque c'est un axe de ce dispositif, c'est qu'il se fixe des objectifs en début d'année. Donc, quels sont ces objectifs? C'est également les réponses des conseillères pédagogiques au questionnaire d'évaluation du dispositif eux-mêmes, et puis les prises de notes et enregistrements des rencontres effectuées dans le cadre de la recherche collaborative. Donc, toutes ces données ont été travaillées ensemble et ce que je vous présente aujourd'hui en termes de résultats, c'est le résultat en fait de nos regards croisés et concertés de données sans cesse analysées, remises sur le métier. Donc, je ne vais pas vous présenter ici les résultats des questionnaires des uns et des autres, mais plutôt justement ces tensions, en tout cas, un certain nombre de tensions qu'on a pu mettre en évidence. Donc, 3 catégories de tensions. Quant à la place de la pédagogie à l'université, dans la perception du dispositif et de ses effets, chez les maîtres et maîtresses de conf et aussi chez les conseillères pédagogiques, et dans les référentiels des protagonistes de la recherche collaborative.
Alors, au niveau des tensions, quant à la place de la pédagogie à l'université, si on s'intéresse ici du côté des formés, du côté de ces enseignants-chercheurs formés, bon, on voit une évolution très positive des perceptions du dispositif de formation. C'est assez intéressant de voir qu'au début, il était perçu comme chronophage, comme contraignant, comme peu attractif. Et puis, à la fin, on a beaucoup plus de verbatim autour de son utilité, du caractère riche et intéressant. Donc, on va dire qu'à ce niveau-là, on a un dispositif qui participe à transformer au moins une représentation du dispositif. On voit aussi une évolution notable de la perception de la place donnée à la pédagogie dans le milieu universitaire. C'est-à-dire qu'on leur demande au début, d'après vous, quelle place est donnée à la pédagogie dans votre composante par l'université, et on compare leur positionnement au début à la fin. On voit également qu'il y a une évolution. Alors, il y a une évolution entre le début et la fin de l'année de formation, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution entre la première et la deuxième année. Donc, on va suivre tout ça au fil du temps, et en se demandant si finalement, on n'est pas quand même dans un moment où il y a une vraie transformation des représentations des enseignants-chercheurs par rapport à cette dimension de la pédagogie. Parce que bon, là, il faut qu'on confronte nos données à plus de temps, mais on voit que, oui, il y a une ouverture, ils ont plus le sentiment que l'institution s'intéresse à la pédagogie, qu'il y a des collectifs pédagogiques, et ça, j'avoue que ça m'a extrêmement surprise, par rapport à mes recherches préalables. C'est pour ça que c'est avec des pincettes qu'on prend un petit peu quand même ces résultats. Il va falloir effectivement multiplier les cas, des cas contrastés, des cas divers, et parce que il y a une évolution à ce niveau-là. Il y a également des évolutions déclarées dans les manières de se situer en tant qu'enseignant. Alors, ces évolutions, elles sont à deux niveaux. D'après eux, utiliser des outils innovants. Donc là, c'est assez peu étonnant parce que c'est quand même un axe de prédilection, on va dire, de cet accompagnement et des conseillers pédagogiques. Et ils considèrent qu'ils arrivent mieux à s'adapter aux étudiants, à mieux les impliquer dans l'enseignement, à mieux les prendre en compte, mais aussi, et ça c'est intéressant, à se sentir plus légitime. Parce qu'en fait, c'est quand même, vous voyez, contrer la question de la pédagogie par les jeunes qui démarrent, qui arrivent dans des milieux constitués où ils ont une place à construire et où finalement ils estiment que le fait de participer à cette formation qui les oblige, ça leur donne un sentiment d'être plus légitime, de mieux affirmer un positionnement pédagogique et également de mieux s'inscrire dans leur milieu professionnel. La tension entre les missions, les différentes missions, enseignement, recherche, administration, demeure et demeure fortement. Alors, pour nous, on la voit à deux niveaux. Déjà, d'une part, on a quand même un dispositif qui appréhende peu, je dirais, l'enseignant-chercheur dans sa globalité. C'est vraiment extrêmement pédagocentré. Et donc, cette tension fondamentale du métier, mise en évidence par de nombreuses recherches, elle est peu prise en compte dans le dispositif de formation et probablement, étant donné qu'on est sur des acteurs qui sont eux-mêmes pas dans ces dynamiques-là, c'est sans doute un petit peu aussi une résultante de ces choix de formation, de cette entrée par la pédagogie. Et c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans le cadre de cette recherche collaborative et qui va donner lieu à des évolutions. Vous allez le voir. Et puis, un contexte d'exercice qui est fortement critiqué, au sens où, malgré cette déclaration qu'on a un milieu un peu plus ouvert,
en termes En fait, j'essaie de regarder l'heure parce que j'ai pris aucun. Il reste 7 minutes avant la fin du matin. De matinée. Oui. Ah, mais il faut que j'accélère alors. Oui. J'accélère. Mais je me suis mise à l'heure guadeloupéenne, donc vous n'êtes pas pressé d'avoir votre plat. Il faut attendre 1 heure ou 2. Bon, je vais aller beaucoup plus vite. Alors, des tensions quant aux perceptions du dispositif et de ses effets. Là, je vous présentais la face un peu positive de la chose, mais s'il y a entre les enseignants-chercheurs pris au piège de ce dispositif et les conseillers PEDA, une forte concordance positive, ça, franchement, c'est extrêmement positif, il y a quand même un décalage quant à la fonction formative de l'accompagnement telle qu'elle est perçue. C'est-à-dire que finalement, les conseillers pédagogiques se sentent moins formateurs qu'accompagnateurs, alors que les enseignants-chercheurs les perçoivent vraiment comme des formateurs dans le cadre de cet accompagnement. C'est assez intéressant. Et alors, il y a un engagement extrêmement différent dans le dispositif de formation-accompagnement. C'est-à-dire là où on a vu des conseillers pédagogiques extrêmement impliqués, un petit peu comme s'ils avaient enfin la possibilité de donner du sens à ce métier, parce qu'ils ont toujours d'habitude un public fuyant qui ne vient pas. Mais là, ils étaient obligés de venir à la formation et du coup, mais il y a eu un énorme investissement dans le dispositif des conseillers pédagogiques. Par contre, du côté des enseignants-chercheurs, c'est un peu moins net quand même de cet engagement à rendre les objectifs, etc. C'est pas Et alors aussi des avis mitigés, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup actuellement sur la grille de positionnement, parce que, évidemment, qui dit évaluation dans les représentations, c'est il faut que les gens se positionnent au début, puis qu'ils se positionnent à la fin, sur une grille de positionnement, et comment on va pouvoir voir comment ils ont évolué. Et en fait, l'utilisation de cette grille de positionnement, finalement, ça a rendu assez mal à l'aise les conseillers pédagogiques eux-mêmes et les enseignants-chercheurs. Parce qu'en fait, on leur demande de se positionner au début sur des dimensions formulées en des termes pédagogiques, mais qui sont en dehors de leur vocabulaire et qui parfois généraient un sentiment en fait d'incompétence. Ouais, mais j'ai 35 ans, j'ai 10 ans d'expérience et je me situe seulement là au niveau de ce développement pédagogique. Et du coup, tout le monde a une forme de malaise et on va voir que du coup, là, il y a une grosse... je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais qu'il y a une énorme... une évolution sur cette démarche un petit peu... s'affranchir un peu de la grille, on va dire. L'idée un petit peu d'amener tout le monde, de s'affranchir un peu, s'émanciper de la grille, comme dirait Jean-François, peut-être, dirait ça. Des tensions aussi quant à l'usage des référentiels, des questionnements quant à la valeur des objectifs au regard des contextes dans lesquels ils sont définis, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment leurs objectifs ou est-ce qu'ils ont été fortement influencés par les conseillers pour se définir des objectifs. Bon, ils se définissent, mais c'est vraiment eux. J'ai un peu dit sur les rapports entre les objectifs et la grille de positionnement et à ces préoccupations pédagogiques des enseignants pendant leur année de stage. Donc là, les réflexions aujourd'hui, elles portent sur l'usage de la grille de positionnement et la construction collective d'un nouveau cadre référentiel. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu de travail, de trouver des solutions pour que le travail collaboratif et les évolutions professionnelles vécues dans le cadre de la recherche collaborative, elles puissent sortir de là et aller aussi toucher les autres conseillers et conseillères pédagogiques, conseillères en fait, qui ne sont pas impliqués dans la recherche collaborative et donc on est en train de travailler à ce nouveau référentiel et ce nouvel usage d'un référentiel dans le cadre de cette formation accompagnement.
Et du coup, je vais en rester là. Juste 2 mots pour conclure quand même, pour dire que ça, c'est pas une surprise de voir que quand il y a une formation un peu dense, et puis quelle qu'elle soit, on voit un effet positif en termes de représentation, en termes de pratique, en termes d'intentionnalité. Mais plus intéressant pour nous, c'est vraiment de se rendre compte que c'est cette prise en compte des tensions qui permet, qui ont été révélatrices de tensions révélatrices de tensions, un peu tautologie, mais motrices de transformation dans le dispositif et auprès des acteurs qui y participent. Je vous remercie de votre attention. On va peut-être prendre une question et puis la suite pendant le repas. Est-ce que vous avez remarqué un effet disciplinaire selon les disciplines de Vienne, notamment moi qui suis une récente maître de thèse de 45 ans qui a été transformée en 20 ans dans le secondaire, et on est les 3 dans le cadre dans la formation. Évidemment, ça fait un gros décalage avec d'autres. Comme j'ai été prof de maths, je suis la formation de maths qui est aussi différente, etc. Donc, la première question qui m'intéresse, et là aussi une question double, c'est que ça m'intéresse beaucoup de travailler la comparaison entre cette formation-là et la formation XP aux enseignants du secondaire, justement, du primaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve les mêmes types d'envie de la part des formateurs et des réticences de la part des enseignants Vous avez 6 minutes. Ah oui, mais non, mais ça, vraiment, juste par un cas pour la première question. Effectivement, oui, il y a un effet disciplinaire, mais là, on ne l'a pas étudié finement, donc je ne pourrais pas vous dire en maths, c'est ceci, en maths. Mais par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce positionnement, débutant, expert, alors, sciences de l'éducation, enseignant, nouvelle maître de conférence, tu te positionnes comment? Moi, experte. Alors, la GLOOPS, du côté conseiller péda, mais expert, donc là, va falloir comment on va accompagner ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, aussi de pouvoir travailler à des niveaux différents en fonction de ce positionnement, mais aussi du coup de l'intention. Et oui, donc il y a des différences disciplinaires en fonction des backgrounds pédagogiques, cette culture aussi pédagogique. Il faudra aller un peu plus loin. Et alors là, je pense qu'on ne peut absolument pas comparer cette formation avec celle du secondaire, parce que ni en termes de volume ou primaire, ni en termes de volume, ni en termes de dispositifs, se fixer des objectifs, faire des choix, être accompagné individuellement, ça ne ressemble absolument pas à ce qui se pratique dans les INSPE. Donc là, je crois qu'on peut absolument... Enfin, je suis désolée, mais là, je ne vois pas d'éléments de comparaison spontanément comme ça, quoi. Mais en même temps, cette question, je la trouve intéressante parce que du coup, effectivement... Moi, j'ai des éléments de réponse à ma question. Ah, voilà, d'accord. Alors, allez-y. Est-ce que moi, je propose peut-être... Oui, que vous continuez en repas, comme ça libère tout le monde. Merci à vous.